بكم اليوم في حلقه جديده ديال كاتميد. دوك هذا النهار نشوفوا واحد الكلينيك جديده اللي نتمنى انها تستافدوا منها. دونك مرحبا بك سي امين، مرحبا سي محمد. دونك vous êtes de garde aux urgences vers 20 heures. Vous recevez une patiente de 59 ans qui présente un déficit d'un hémicorps droit brutal qui s'est installé ce matin. Alors, la patiente, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, en premier, on va évaluer l'état de stabilité de la patiente. Alors, sur le plan respiratoire. Sur le plan respiratoire, la fréquence respiratoire est à 20 cycles par minute, pas de cyanose, pas de signe de lutte. Sur le plan hémodynamique, la tension artérielle est à 140 pour la systolique et à 80 pour la diastolique. Oui. Pour la fréquence cardiaque, à 110 battements par minute. Et la température est à 39. Pour le GCS est à 15-15e. Alors, sur l'évaluation initiale, on peut noter que le patient est tachycarde et qu'il est en hyperthermie. Alors, il y a une fièvre. Alors, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer sur le symptôme d'admission, qui est le déficit de l'hémicorps droit. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un examen neurologique détaillé d'abord. Avant l'examen neurologique détaillé, on va premièrement détailler les antécédents. Les antécédents. Donc, effectivement, elle a comme antécédent une HTA depuis 5 ans. Et elle a également un prolapsus valvulaire de la valve mitrale il y a 30 ans. 30 ans. Et il y a un mois, elle avait une sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire. Traitée ou non? Traitée par des ANS. Des ANS, oui. Okay, donc le déficit d'installation brutale, il remonte à combien de temps? Ce matin. D'accord, donc quand il y a une installation brutale du déficit, il faut penser au vasculaire, donc surtout aux AVC, aux différents types des AVC, l'AVC ischémique, l'AVC hémorragique et la thrombophlébite, quoique parfois donc, il s'installe sur un mode un peu progressif. Et donc on peut également penser à donc, un hématome. Alors est-ce qu'il y a une notion de traumatisme? Pas de notion de traumatisme. Pas de notion de traumatisme. Pas de notion de traumatisme, la patiente est connue donc hypertendue, ce qui peut nous orienter vers l'AVC hémorragique, mais la tension artérielle de la patiente, elle est dans la limite de la normale. Est-ce qu'elle était céphalée avant? 2 jours, 3 jours avant l'installation? Il n'y a pas de céphalée. Pas de céphalée. Installation aiguë. Installation aiguë. Donc pour les autres antécédents cardiovasculaires, déjà on a donc un facteur de risque qui est l'HTA. Est-ce que la patiente est diabétique? Non. Est-ce que la patiente a déjà connu une cardiopathie ischémique? Non. Est-ce qu'elle a une cholestérolémie? Non. D'accord. Une atteinte rénale? Non. D'accord. Donc, comme facteur de risque cardiovasculaire, on a juste l'HTA. Traité par quel médicament? Quelle classe? Bêta-bloc. Bêta-bloc. Donc, la patiente ne prend pas des ABK ou donc un traitement anticoagulant à long terme? Non. D'accord. Donc, c'est le seul médicament que prend la patiente. Donc, à l'examen, donc on passe à l'examen neurologique, je pense. Oui. Donc, à l'examen, est-ce que l'hémiplégie est proportionnelle ou donc prédomine sur un membre? Donc, effectivement, il prédomine sur le membre supérieur droit. Donc, supérieur droit. Est-ce qu'à côté de ça, on a une aphasie? Oui, effectivement, on a une aphasie de Broca. D'accord. Donc, on évalue l'hypnosie de la patiente et les praxis. Est-ce qu'elle n'a pas d'hypnosie et de praxis? Non. D'accord. Donc déjà, on a une atteinte corticale qui se manifeste donc par l'aphasie. Et on a donc un déficit qui est non proportionnel. Donc ce qui nous oriente vers une atteinte centrale donc, au niveau du cortex. Est-ce qu'il y a des signes pyramidaux? Le Babinski. Donc le réflexe cutané plantaire. Il est indifférent à droite et en flexion à gauche. Ouais. Pour les réflexes ostéotendineux, ils sont vifs à droite qu'à gauche. Le signe de Hoffman, à droite et à gauche? Positif à droite. Positif à droite, le signe de Hoffman. On a une paralysie faciale? Oui, effectivement, on a une déviation de la bouche vers le côté gauche. Est-ce qu'on a un déficit sensitif du oui, même côté? On a une hémianesthésie droite de l'hémicorps droit. Hémianesthésie de l'hémicorps droit, oui. Okay. Pour le tonus des muscles, est-ce qu'il y a une hypotonie? Oui, il y a une hypotonie. Okay. Ouais. Alors, on peut dire qu'il y a un syndrome pyramidal sur sa face
flasque. Flasque. Phase flasque. Très bien. Donc on est plutôt orienté vers l'atteinte centrale. Et du coup, c'est surtout l'AVC ischémique. Et est-ce qu'on complète l'examen donc à la recherche d'une étiologie ou on demande la TDM cérébrale, puis donc on revient sur l'étiologie. Qu'est-ce que tu proposes? Bon, la clinique, c'est surtout avec l'AVC ischémique, comme vous avez dit, cher ami Mohamed. Mais cette fièvre-là, Voilà, donc la fièvre est inquiétante. c'est inquiétant, parce que la fièvre dans un AVC L'AVC, ischémique, ouais. c'est pas Voilà. évident. C'est pour cette raison que j'ai fait ce cas clinique. Donc la fièvre, comment on peut l'expliquer? تقدر تكون une thrombophlébite Oui, ياك؟ oui. ولا تقدر تكون une origine infectieuse. On ne peut pas écarter une méningite ou méningoencéphalite. C'est ça que Donc la patiente je ne peut cherche. pas. Est-ce qu'il est des signes méningés? Non, il n'a pas de syndrome ménage. Il n'y a pas ça dans le Il n'a ménage. pas de syndrome ménage. Donc un abcès cérébral, donc il se manifeste cliniquement donc, progressivement, dans l'intervalle de quelques jours. Oui. L'installation L'installation brutale, c'est aiguë, surtout le vasculaire. Voilà. C'est pour ça que j'ai cherché les céphalées, parce que ça peut être une méningite compliquée méningoencéphalite qui peut donner ce tableau, mais c'est l'installation progressive qui m'a dit. Je vous conseille de compléter l'examen clinique. D'accord. Si on complète l'examen clinique, Je trouve les autres appareils. Oui, les autres appareils. Alors, pleuropulmonaire, je pense à un normal. L'auscultation pleuropulmonaire. L'auscultation pulmonaire est normale, mais l'auscultation cardiaque, on note une présence d'un souffle mésotélésystolique au niveau de la pointe du cœur. La pointe du cœur. Ouais. Le foyer mitral. Oui, un souffle. Déjà, on a les antécédents, un prolapsus Prolapsus. mitral. Il a 30 ans. Il y a 30 ans. D'accord. Alors, on avait un souffle systolique. donc on a un souffle mitral, Très bien. avec l'antécédent le prolapsus mitral, avec une fièvre, C'est une endocardique accusée jusqu'à preuve du jusqu'à contraire. preuve de contraire. Voilà. Donc Très bien. ce qui peut expliquer donc l'AVC La de VC la patiente. ischémique, dont la complication majeure. Voilà, Par peut-être exemple, d'origine septique. Voilà. D'origine septique. D'origine septique. Très bien. Quelle est l'esplénomégalie? كاين سبلونيكال L'examen clitoral, qu'est-ce qu'il y a? كاين un fond panaré d'Osla. Si on doit les infections, Voilà, jusqu'à donc, preuve du contraire, on va demander à l'ETT. Le TT. Pour Donc, confirmer. avant, on demande la TDM cérébrale, déjà pour confirmer l'AVC. Donc la TDM cérébrale, voici le TDM cérébral. D'accord. Alors, je propose premièrement les hémocultures. L'hémoculture, oui. Oui. D'abord, attendez un NFS. La NFS, oui. Attendez une hémoculture. D'accord. Attendez un bilan rénal. Attendez un nécrocure, ETT. Et après, on va commencer par un TDM cérébral. C'est moi. D'accord. Donc voici la TDM. Voici le TT. L'hémoculture n'est pas disponible. La NFS. Le CG. Alors, sur la NFS, on note une hyperleucocytose. 15 000. 15 000, très bien. 15 000 de blanc. Sur le TT, on a des végétations Oui. sur la valve mitrale. Alors, même que les hémocultures ne sont pas disponibles, alors c'est une endocardite infectieuse, je pense, à ne pas discuter. La TDM Le cérébrale. TDM cérébral, Une hypodensité au niveau de la sylvienne superficielle. Droite. Gauche plutôt. gauche. Gauche. Alors, et là, il y a deux volets à travailler. Soit AVC ischémique compliquant une endocardite infectieuse. Sur la complication majeure de l'endocardite infectieuse, il y a l'embolie. Et c'est le diagnostic le plus probable. Soit AVC ischémique d'origine embolique, on a une couche embolique. Sur ce tableau-là, C'est le d'origine premier- septique. c'est d'origine septique jusqu'à preuve du contraire. Mais vous avez oublié un blanc d'eau. Il faut faire une radiographie des sinus. Oui. Parce qu'elle avait une sinusite, donc pour chercher l'étiologie. Donc, au total, donc c'est un AVC ischémique d'origine septique sur endocardite infectieuse. Donc c'est ça le diagnostic. Là, on doit démarrer une antibiothérapie probabiliste, mais après, moi l'hémoculture. Oui. Moi l'hémoculture. Des antibiothérapie probabiliste, après, est-ce qu'on adaptait l'antibiogramme? Ou bien sûr, pour l'AVC, c'est un traitement symptomatique. Et il faut démarrer la kinésithérapie le plus tôt possible.
Et aussi chercher les autres complications de l'endocardite infectieuse avec les anévrismes mycotiques, oui. les ruptures d'anévrisme mycotique, les autres emboles septiques, l'embolie septique périphérique. Oui. Donc il y a plusieurs complications. La rupture splénique. Et ce qui a mis cette endocardite infectieuse, c'est la sinusite qui a été traitée par des AINS. Voilà. C'est la porte d'entrée. Voilà. C'est la porte d'entrée. Donc il faut traiter la porte d'entrée. Voilà. Donc il avait un antécédent de valvulopathie avec la sinusite lichantine d'A, la nodocardite, l'embole septique, AVC ischémique. ولكن خصنا نعرفوا واحد القضيه هذه كا بارتيكولير تاع l'AVC كتكون AVC فيبريل مي اون جينيرال كيكون عندنا كاين لوريجين ترومبوتيك ولوريجين امبوليك لوريجين ترومبوتيك سي سورتو لي سوجي اجي اللي عندهم الفاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير لوريجين امبوليك سي سورتو لي سوجي جون سورتو d'origine cardiaque. Par exemple, une valvulopathie, par exemple un rétrécissement mitral qui s'est compliqué d'une ACFA et qui a donné les emboles. Il y a également chez les sujets jeunes, par exemple, les vascularites, et les thrombophilies. Par exemple, un déficit en protéine C, en protéine S, en antithrombine 3, etc. Et également, il y a, quand on a une perméabilité du foramen ovale. Par exemple, une thrombophlébite, une thrombose veineuse profonde, avec la perméabilité du foramen ovale, il peut donner un AVC ischémique. Donc, en général, c'est ça. Donc, je vous félicite, vous avez posé le bon diagnostic. Heureusement, vous avez sauvé la patiente. Sinon, il y a des broncardies. Sinon, il y a des broncardies. Maintenant, on passe à la candidate tonnerre avec Si Mohamed. Comment s'orienter devant un déficit moteur? Donc, la candidate tonnerre devant un déficit moteur. Voilà. Ou disons plutôt comment s'orienter devant un déficit neurologique récent. Le déficit neurologique me fait chez le moteur, fait le sensitif, et fait le neurosensoriel et les troubles cognitifs également. Donc devant un déficit neurologique récent, il faut tout d'abord écarter les diagnostics différentiels, à savoir l'origine ostéo-articulaire, donc une fracture, une entorse, une arthrite. Il peut donner donc un déficit moteur donc, sur un membre. Il faut donc le différencier également donc avec l'origine vasculaire, par exemple une occlusion artérielle aiguë, donc il peut donner un déficit moteur. Dans ce cas, donc il y a la douleur donc qui est quasi constante, et bien sûr la pâleur et donc apparition des nécroses, etc. Et lorsqu'on a donc des manifestations centrales, corticales, par exemple comme l'aphasie, les praxies, il faut surtout l'aphasie. Il faut donc différencier avec les étiologies ORL et les étiologies ophtalmologiques lorsqu'on a donc une paralysie faciale ou paralysie oculomotrice. Après, donc, il faut faire un diagnostic topographique. Donc, on a 4 syndromes. Il y a le syndrome donc, pyramidal, donc, qui oriente vers l'atteinte centrale. Donc, donc, les réflexes osteotendineux qui sont diffus, un Babinski, donc également donc, la rigidité musculaire, mais à la phase aiguë, donc on a une paralysie qui est flasque. À côté de ça, donc on a les signes qui rentrent vers l'atteinte corticale, à savoir donc l'aphasie comme on a dit, les praxies, les glosies. Il y a donc une crise épileptique qui donc traduit donc une lésion du cortex également. On peut trouver l'atteinte des pertes crâniennes, les atteintes oculomotrices et un niveau sensitif abdominal ou thoracique si l'atteinte est médulaire. Si l'atteinte est médulaire, on peut également trouver une paraplégie, les troubles vésico-sphinctériens. Puis donc l'atteinte du système nerveux périphérique, donc c'est le 10e syndrome, il se manifeste par un syndrome neurogène périphérique. Le syndrome neurogène périphérique fait donc une diminution, abolition des réflexes ostéotendineux. On a donc des fasciculations, on peut avoir une amyotrophie et donc on peut avoir une atteinte distale des membres intérieurs sans trouble vésico-sphinctérien. Le 3e syndrome, c'est le syndrome de la myasthénique qui traduit une atteinte de la jonction neuromusculaire et qui se manifeste surtout par une fatigabilité à l'effort. Donc c'est un déficit moteur qui se reproduit à l'effort et donc on peut également trouver donc, un tonus
peut trouver un tonus musculaire qui est normal et parfois donc, qui est normal. Et le quatrième syndrome, c'est le syndrome myogène, donc, qui se traduit par donc soit un tonus musculaire qui est normal ou une hypertrophie musculaire. On trouve également donc une atteinte musculaire qui prédomine sur les parties proximales et généralement les réflexes osseo-tendineux et le réflexe cutané-plantaire ils sont normaux. Voilà, donc on a fait donc un diagnostic topographique, puis on passe donc à la définition du mécanisme causal. Du mécanisme causal, donc on peut le reconnaître bien sûr par, par un interrogatoire qui porte sur le terrain du patient. Donc on cherche les facteurs de risque cardiovasculaire, les médicaments que prend le patient, est-ce qu'il a pris du toxique, est-ce qu'il est alcoolique. Puis donc un interrogatoire qui porte aussi sur les signes associés, donc à savoir est-ce que la patiente accuse une fièvre, est-ce qu'il a un syndrome d'HTIC, les vomissements, les céphalées, etc. Est-ce qu'il a une douleur neurogène, est-ce qu'il est connu, donc traité pour une pathologie cardiaque, comme notre cas, donc le patient a été suivi pour un prolapsus, ce qui oriente lors de l'examen du patient. Après, donc, on s'oriente sur le mécanisme par donc, la question aiguë ou non aiguë, ça veut dire subaiguë ou chronique. Par exemple, pour l'atteinte centrale, on est orienté, la première étape, il y a un diagnostic topographique sur l'atteinte centrale, c'est donc le mécanisme aigu, c'est surtout, comme on a dit, c'est surtout le vasculaire, c'est-à-dire donc l'AVC ischémique, l'AVC hémorragique, la thrombophlébite, l'AVC donc secondaire, l'AVC septique, donc secondaire par exemple une endocardite infectieuse. Ou là, donc, le cardiaque maintenant une atteinte médulaire. Il y a aussi donc l'AVC secondaire, par exemple, à la dissection aortique. Donc, si la lésion s'étend donc à par exemple, l'artère d'Adam Kiewicz. Puis, donc, toujours dans l'aigu, l'épilepsie donc, peut expliquer donc, la symptomatologie brutale. Donc là, le contexte est évident, la patiente soit elle est connue épileptique, soit donc, il y a des convulsions et signes indirects de la crise donc, épileptique donc, au moment de l'installation du déficit. Soit donc, le traumatique également, un traumatisme qui est compliqué, soit par un hématome sous-dural, un hématome extradural ou des contusions. Si donc, le mécanisme est plutôt subaigu, là donc, on doit penser à l'étiologie infectieuse, par exemple une méningite, une méningoencéphalite, un abcès cérébral, quoique l'abcès cérébral, donc il est d'installation plutôt progressive, mais il peut se manifester par une symptomatologie subaiguë. Et par exemple, si l'atteinte médulaire, on doit penser également à la myélite infectieuse et donc la myélite inflammatoire. Il ne faut pas oublier l'inflammatoire qui affecte le cerveau, ça veut dire par exemple une poussée de la CEP, soit la maladie de B7, et donc les autres atteintes à sarcoïdose, les autres atteintes inflammatoires. Si l'atteinte donc, est plutôt rapidement progressive, il faut penser à un processus qui est expansif, par exemple une tumeur, un abcès, un hématome sous-dural. L'infectieux également, donc, ce qui est infectieux, donc il y a des atteintes qui sont subaiguës, par exemple la maladie de Lyme, le syphilis tertiaire par exemple, donc ils peuvent donner à long terme donc, un déficit moteur, mais ce n'est pas notre cas, on a le déficit neurologique qui est récent. Le métabolique, et si l'atteinte est médulaire, il faut penser également donc, à la compression, donc la compression médulaire secondaire à soit une tumeur ou là un hématome, ou là donc une spondylodicite, la spondylodicite ou donc l'épidurite. Et donc on passe donc au deuxième volet, donc si l'atteinte atteint le système nerveux périphérique. Dans ce cas, donc on doit différencier entre une atteinte bilatérale symétrique aiguë. L'atteinte bilatérale symétrique aiguë, il faut penser à la polyradiculonévrite, qui est donc prédominée par le Guillain-Barré, ou là donc une polyneuropathie, donc si l'installation est progressive.
par exemple secondaire au diabète, à une vascularité, etc. Si donc l'atteinte est bilatérale mais asymétrique, il faut penser à l'atteinte pluriradiculaire, c'est-à-dire plusieurs racines où donc ils sont atteints, ou la mononévrite multiple. Si donc l'atteinte est unilatérale, il faut penser à la mononévrite ou à l'atteinte plexique qui sont secondaires donc à plusieurs étiologies, par exemple toxiques, médicamenteuses, etc. Et donc le troisième volet, c'est l'atteinte de la jonction neuromusculaire. L'installation aiguë oriente surtout vers l'atteinte inflammatoire et l'atteinte infectieuse, donc une myosite infectieuse, ou là les myopathies toxiques et les myopathies médicamenteuses. Et si l'atteinte atteint la jonction neuromusculaire, donc il faut penser à la myasthénie, deux diagnostics les plus fréquents, donc la myasthénie et le syndrome de Lambert-Eaton. Le botulisme. Et le botulisme. D'accord. Donc devant donc, cette orientation, donc l'étape, on est bien orienté. Soit l'atteinte atteint le système neurocentral, le premier diagnostic, le premier examen complémentaire à demander est l'IRM cérébrale, à défaut la TDM cérébrale. Si l'atteinte est neurogène périphérique, il faut demander donc l'électromyogramme. Si l'atteinte est médulaire, bien sûr, il faut demander l'IRM, donc cervico-dorso-lombaire, ou là, il y a un syndrome de la queue de cheval, donc on demande juste l'IRM lombaire. Si donc l'atteinte est myogène, il faut demander donc toujours un électromyogramme et doser les enzymes cardiaques. Et si donc l'atteinte atteint la jonction neuromusculaire, on peut également demander on doit demander donc l'électromyogramme. Il ne faut pas oublier l'APL lorsqu'on suspecte donc une méningite ou encéphalite, ou même les atteintes inflammatoires, on fait donc l'APL qui est orientatrice. Et on peut également demander le EEG si le patient fait donc une crise épileptique, donc pour confirmer l'épilepsie. Et on va donc au total, soit central, le cerveau, la moelle systématisé, soit c'est central, soit c'est le cerveau ou le système ou la moelle épinière, soit c'est périphérique, soit c'est donc la jonction neuromusculaire, soit c'est les muscles eux-mêmes. Et donc il faut différencier, il faut plutôt catégoriser les étiologies en fonction de l'installation. Soit c'est aigu, soit c'est subaigu, ou donc d'installation rapidement progressive. تبارك الله عليك سي محمد. دونك كنشكركم وحتى الحلقه الجايه ان شاء الله.